Donc voici la petite vidéo, le tutoriel pour la séquence 4 qui sera consacrée à la lecture d'une œuvre intégrale, celle du roman de Jean Echenoz intitulé 14, paru en 2012, publié aux éditions de Minuit d'abord et dans la collection Biblio-Lycée pour la classe. L'objet d'étude, rappelons-le, est bien consacré au personnage de roman du XVIIe à nos jours. La problématique choisie pour l'étude de ce roman et pour les activités complémentaires est la suivante. Comment le roman contemporain se fait-il l'écho des tragédies de l'histoire du XXe siècle? Les lectures analytiques sont au nombre de 3. Le chapitre 1, l'incipit, qui n'a pas été étudié dans son ensemble, qui s'arrête à Oes habet et non audiet. Le chapitre 8, de la page 59 à 63 aux éditions de Minuit, qui raconte la première bataille que vont vivre les personnages, bataille de Messins, bataille historique, et le chapitre 13, de la page 97 à la fin du chapitre, qui raconte la désertion innocente et non préméditée d'Arsenal, qui lui vaudra une condamnation à mort. Alors, les personnages de ce roman sont au nombre de 5. Nous avons donc 4 hommes, Antime, Padiolo, Baucis, Arsenal, tous jeunes, artisans ou employés. On peut parler de personnages réalistes, très peu décrits d'ailleurs. Ces jeunes gens représentent la génération mobilisée, ne connaissant rien à la guerre. Comme toujours chez Echenoz, pas de psychologie, pas de connaissance de leur caractère, à l'exception d'Antime dans le chapitre 1, le chapitre 14, quand on aura ces sensations de mutilé, mais est-ce vraiment le caractère d'Antime ou plutôt finalement les sensations de tout homme mutilé à la guerre? On a en effet un accès limité aux pensées des personnages, on voit ce qu'ils voient, on voit ce qu'ils vivent, ils sont essentiellement présentés dans leurs actions. Ces personnages sont banals, monsieur tout le monde, madame tout le monde, si l'on parle de Blanche, même si c'est une bourgeoise, fille de propriétaire. Ces personnages sont des anti-héros subissant le sort de l'histoire, n'étant pas même héroïques, alors même qu'ils vont à la guerre. Nous avons une fausse désertion pour Arsenal, une mutilation par un obus retardataire pour Antime, un aveuglement par les gaz et un mort oublié dans la bataille pour Baucis et Padiolo. Donc on voit bien des personnages peu héroïques, très réalistes, qui vont se retrouver dans l'histoire malgré eux, comme toute une génération en 1914. De même, donc ces hommes sont montrés dans leur quotidien, leurs préoccupations matérielles, certaines préoccupations personnelles, on l'a dit avec le bras d'Antime, peu d'héroïsme. On voit bien que finalement ces personnages symbolisent et sont presque finalement allégoriques, puisqu'ils symbolisent toute une génération, une masse envoyée à la boucherie et qui devra survivre après cela et continuer. Le narrateur choisit donc un homme dans cette masse sacrifiée et ses quelques camarades. On note, comme toujours chez Echenoz, une absence de pathos ou de lyrisme excessif qui le met dans la catégorie des romanciers minimalistes, une très grande économie de moyens concernant les personnages, une narration assez efficace qui va à l'essentiel. Quelques notations lyriques parfois, on peut donner l'exemple de « il l'a prise dans son bras » qui clôt le roman. Enfin, s'agissant de la narration au sujet des personnages, le « on », pronom personnel indéfini, domine dans cette narration. Il peut désigner la masse, bien sûr, le groupe isolé ou un personnage. Alors, les effets produits, eh bien, on est proche des personnages, on a l'impression de vivre l'action avec eux, d'être à leur côté. Mais en même temps, on a l'impression que ces personnages ont perdu leur singularité, qu'ils sont une masse informe. S'agissant maintenant de la représentation de la guerre dans 14, puisque c'est un roman historique sur la guerre 14, on peut dire que Echenoz choisit d'abord de donner à son récit une dimension documentaire. Les faits sont objectifs. En effet, en tout cas rendus objectifs. On a des références à des lieux précis, des dates précises qui ont marqué l'histoire 14-18, des précisions assez nombreuses, de détails matériels, des numéros, des marques, des modèles d'armes, de pistolets, d'avions, voire le vélo aussi au début du récit, l'appareil photo.
On a aussi une guerre qui est restituée dans ses premières semaines, un chapitre pour la mobilisation, chapitre 1 à 8 où l'on suit au jour le jour le début de la guerre, les préparatifs avant la bataille de Messins, première grande bataille entre la France et l'Allemagne qui sera terrible pour les Français. À partir du chapitre 9 jusqu'au chapitre 15, le temps va s'accélérer puisque nous passons de 1915 à 1918 avec des faits racontés sous la forme de sommaires. On accède au front, bien sûr, aussi aux éclopés du retour du front. Les seules scènes réelles du roman sont la mort de Bossis, la blessure d'Antime, page chapitre 10, et pour revenir à la mort de Bossis, elle occupe quelques lignes dans un chapitre sur la première bataille, la deuxième bataille au chapitre 10, la blessure d'Antime toujours au chapitre 10, la désertion d'Arsenal au chapitre 13, s'agissant des scènes de guerre. Les scènes du front sont un peu plus nombreuses, mais là encore, on voit aussi les habitudes et la vie au front dans sa durée. On s'attarde surtout à montrer non pas le soldat au combat, mais la vie du soldat, son équipement, ses contraintes, sa vie dans les tranchées, sa nourriture. Ses lettres aussi envoyées à la famille ou aux proches. La dimension documentaire apparaît aussi nettement dans le temps de la narration au passé composé. Et le pronom personnel « on » qui domine, qui donne un effet finalement d'actualité, de familiarité, de connivence. Le fait aussi qu'on ait l'impression de revivre au présent cette guerre 14-18. Enfin, la dimension documentaire apparaît aussi dans l'absence de dramatisation. Pas de pathos, pas d'affect, comme nous l'avons dit déjà pour les personnages. Les morts sont montrés tels quels pour laisser le lecteur juge de la situation. Enfin, ce type d'incursion, de digression, on connaît la suite, chapitre 15, dans les premières lignes, qui représentent un sommaire pour résumer la 4e année de guerre, sous-entendant que le lecteur du XXe siècle n'a plus besoin d'être mis au fait de cette histoire, pourquoi donc la raconter? Si la guerre apparaît dans une dimension objective et qu'elle a un aspect documentaire dans sa restitution, on voit bien quand même que la guerre est aussi rapportée de manière subjective et que la narration est toujours finalement une mise en scène. Alors cette subjectivité de la narration, alors elle apparaît d'abord dans la construction du roman dont on a parlé précédemment, c'est sûr, mais elle apparaît aussi dans la personnification des armes. Les obus, l'artillerie sont accompagnés, enfin tous ces éléments sont accompagnés d'adverbes, de verbes, d'adjectifs montrant une volonté, une conscience à ces objets, là où les hommes n'en ont plus aucune. Exemple, page 80 aux éditions de Minuit, des obus vainement explosés, un éclat d'obus retardataire qui sans discuter lui a sectionné le bras droit, chapitre 10. Ils deviennent alors des sujets animés. On peut penser à la métaphore du chapitre 7, la métaphore du moustique, et le narrateur nous dit « propulsons-nous vers cet insecte qui transporte en fait Charles qui mourra à la fin du chapitre ». On a aussi une critique assez virulente de l'armée, d'abord dans le chapitre 8, mais aussi dans la condamnation à mort d'Arsenal au chapitre 13. Une critique de l'armée aussi sur l'attirail du soldat, très lourd, un sac de 35 kg, un uniforme très voyant, pantalon rouge, que les soldats sont des cibles faciles en début de guerre. La dimension humoristique, enfin, très curieux dans un roman sur la guerre, qui donne une certaine forme de dérision et qui désamorce l'horreur de cette Première Guerre mondiale. En bilan, nous pouvons dire en conclusion que Echenoz choisit de raconter le quotidien du soldat. L'on retrouve des listes et des détails sur les objets, comme nous l'avons dit, l'équipement du soldat, sa vie dans les tranchées. C'est donc l'histoire par un autre biais, car la guerre, les combats racontés 1000 fois, demanderait un livre fleuve qu'Echenoz se refuse d'écrire. Il prend donc le parti des objets, de la petite histoire, pour raconter la grande histoire. Enfin, il prend le parti de proposer un livre court pour parler de cette guerre. Il y met son esthétique, une esthétique minimaliste, avec une économie de moyens, et une narration qui fait la part belle aux objets. On sait que les objets, pour Echenoz, il le dit lui-même, les objets dans un récit sont un moteur de l'action, sont déclencheurs de l'action. Et donc, s'appuyer sur les objets, c'est une façon aussi de trouver l'inspiration pour écrire.
Évoquons maintenant la place et la particularité du narrateur d'Eschnoz. Le narrateur eschnozien oscille entre un narrateur absent et un narrateur très présent. Un narrateur absent parce que en fait on est très souvent, on ne sait finalement plus qui parle à un moment donné, qui parle à tel moment du roman. Est-ce le héros dont les pensées sont rapportées par le narrateur dans le point de vue interne? Est-ce le narrateur qui fait une remarque piquante sur le héros? Il y a une espèce de confusion entre les points de vue, entre le point de vue omniscient, le point de vue externe, le point de vue interne, qui nous donne l'impression en effet que la narration est prise en charge par une masse, qui peut être soit le narrateur, mais en même temps un personnage à côté des autres personnages, etc. Donc quelque chose d'assez particulier comme effet sur la narration. Enfin, le narrateur est très présent, et là de manière très directe, très explicite, et non plus implicitement, dans son récit, parce qu'il interpelle le lecteur par le choix du nous. Il fait des commentaires sur le récit lui-même, page 79 toujours aux éditions de Minuit. Il dit « Tout cela ayant été décrit 1000 fois », ce qui nous rappelle Voltaire, mais aussi l'anti-roman à la façon de Diderot. Il nous dit « On connaît déjà la suite au chapitre 15 », et des exemples comme cela, on pourrait les multiplier. Donc on voit bien que le narrateur est très présent. Il est présent aussi dans les incises et les parenthèses au sein même de la narration. Enfin, on en a parlé précédemment, mais les pointes d'humour sont nombreuses. Alors un humour très subtil, très discret, désamorçant l'horreur, donc l'éclat d'obus retardataire, on l'a déjà dit, bref, comme un post-scriptum, le bras d'Antime où il nous raconte comment peler une banane, l'incursion aussi au moment où il retrouve Padiolo. Parmi les aveugles, le narrateur nous dit on croise moins de bouchers que de pianistes. On voit bien que ces incursions, d'ailleurs, sont des incursions très contemporaines, parce que l'idée que les pianistes sont aveugles, c'est une idée assez contemporaine. On a plein d'exemples au XXe siècle de pianistes aveugles. Et donc là, il y a une petite pointe d'humour sur les pianistes aveugles, au lieu des bouchers aveugles, puisque c'est ce qu'était Padiolo avant la guerre. C'est toujours émouvant à regarder le printemps, même quand on commence à connaître le système. On voit bien là ici quelque chose chez Eschnoz, ces petites pointes d'humour qui sont comme des saillies dans des narrations des fois très tragiques. Alors de même, dans le chapitre 13, ne nous emballons pas, revenons à notre affaire. Il parle aussi des animaux ayant à cœur de représenter leur syndicat. Voilà. Et enfin tout un chapitre, le chapitre 12 sur les animaux. Chapitre très intéressant qui sonne comme une espèce de parenthèse, mais en même temps qui en dit long sur la déshumanisation des hommes qui sont de fait même animalisés et qui ont la même fonction que les animaux dans cette affaire de guerre. Ils servent la guerre tant bien que mal. Alors on a des lapins sans domicile fixe, des oies déboussolées, des animaux décoratifs, des animaux indépendants, des marginaux. Animaux sont classés comme les hommes et ont les mêmes qualificatifs. Il est même question de réhabiliter le hérisson. Donc chapitre savoureux à relire, je vous le conseille vivement. Cette partie sur l'intertextualité concerne plus spécifiquement les L, mais cela peut être aussi intéressant pour les élèves de S. Donc l'intertextualité dans le chapitre 1, avec le pastiche de Victor Hugo, de son roman 93 sur la guerre de Vendée. Alors c'est exactement l'épisode du tocsin qui est pastiché, et ce pastiche est revendiqué par la citation « Ores habet et non odiet » puisque c'est un chapitre du roman dans lequel on annonce la guerre par le tocsin, de la même façon que le fait Eschnoz dans ce roman. De même, on a un autre pastiche, moins explicite, de Candide de Voltaire, le chapitre 3, sur la boucherie héroïque, très connu, rien n'était si beau, si leste, que l'on retrouve finalement dans le dernier chapitre, dans le dernier paragraphe du chapitre 10, avec la métaphore de l'opéra, mais aussi dans l'image de la fanfare au chapitre 8. Nous avons une dernière trace d'intertextualité, alors peut-être inconsciente, puisque Eschnoz dit qu'il ne se revendique pas de Céline, mais l'oralité, les familiarités même dans le style très littéraire, exemple, il y avait de quoi vous donner envie de foutre le camp, s'abstraire de l'affremerdier, nous rappelle quelques accents céliniens présents dans Voyage au bout de la nuit et dans les épisodes de Bardamu au début du roman. Enfin, nous finirons avec le motif du personnage Candide et naïf, qui ne comprend pas ce qui se passe sur le champ de bataille. Ce motif se retrouve chez Candide de Voltaire, mais aussi dans la Chartreuse de Parme de Stendhal avec Fabrice à Waterloo.
Pour finir la séquence, nous travaillons en histoire des arts sur 2 représentations de la guerre 14-18. Alors une première représentation non choisie par hasard, puisque c'est le départ des poilus en août 14. Ce tableau est clairement évoqué dans le roman d'Echnoz, page 21 aux éditions de Minuit, page 23 en Biblio-Lycée, fin du chapitre 2, et fait l'objet d'une exphrasis de quelques lignes dans le roman de Echnoz. Alors, choisir ce roman, bien déjà, c'est parce qu'il est clairement présenté dans le récit d'Echnoz. Ensuite, l'intérêt, c'est que c'est une peinture, c'est un tableau de commémoration. C'est une peinture monumentale de 60 mètres carrés, soit 12 mètres sur 5 mètres, qui est exposée, comme le dit Echnoz, dans la gare de Paris-Est à Paris. Cette toile illustre donc le départ pour le front des soldats français, comme le raconte le chapitre 2. Elle est peinte en souvenir du fils d'Herter, Albert, tué près de Château-Thierry en juillet 1918. Alors c'est les dernières batailles, en tout cas les premières batailles à laquelle les Américains participent, et c'est les derniers mois de la guerre. Voilà. Alors ce tableau, on l'a dit, de commémoration, donc il s'agit bien de rendre hommage aux victimes et aux familles des victimes. En premier lieu, évidemment, le fils du peintre. On peut parler de tableau figuratif, puisque la scène est bien claire. On y reconnaît le train au second plan, les familles venues accompagner les mobilisés au premier plan. Cette tonalité du tableau, puisque c'est toute une galerie de portraits en action, s'embrassant, se disant au revoir, certains montant dans le train, certains étant déjà dans le train, se faisant les adieux sur le quai de la gare. Cette tonalité subtilement tragique. Alors la couleur dominante est le bleu. Alors c'est le bleu évidemment des poilus. Même les rouges et les jaunes, en tout cas les couleurs du tableau, ont une pointe de bleu. Alors ce qui donne une espèce d'aura comme ça, de filtre un peu bleuté. Alors les personnages ne sont pas des fantômes, mais peuvent donner l'impression de l'être. Et ça donne aussi une harmonie à l'ensemble qui donne une atmosphère très particulière. Atmosphère particulière parce que cette atmosphère est à la fois une atmosphère de tristesse, de recueillement, donc atmosphère propre à la commémoration de ces personnages ici portraiturés qui vont représenter toutes les classes sociales de la société. Alors ce tableau est très classique dans sa construction puisque l'on y voit d'abord le V de la victoire au centre avec le fils du peintre au centre qui montre son sens de l'honneur. On voit qu'il part au front avec honneur. Donc le personnage au centre, et à l'extrême droite le père du soldat, le peintre lui-même qui se représente avec un bouquet, et à l'extrême gauche la mère du soldat qui est représentée de manière solennelle comme un peu une sculpture classique. Donc on voit bien d'un bout à l'autre un V renversé qui s'ouvre sur le fils au centre du tableau, et toute une galerie de personnages représentant toute la société mobilisée pour ce départ vers une guerre dont on le sait qui sera traumatisante, qui sera un véritable cataclysme. Le dernier tableau choisi est un tableau de Félix Vallotton intitulé Verdun, projection colorée noires, bleues et rouges, terrain dévasté, nuée de gaz. Vallotton a 49 ans en 1914. Il rejoint la mission artistique aux armées et se demande comment peindre la guerre au moment où le cinéma et la photo en donnent une image si saisissante. Le tableau sera réalisé à la demande du ministère de la Guerre qui va acquérir le tableau en 1976 seulement. Alors c'est aussi un tableau en mémoire de la guerre, un tableau de commémoration, mais ici l'approche, on le voit bien, est plus abstraite puisque le tableau est non figuratif, même si l'on reconnaît le champ de bataille. Il y bouscule les formes et les couleurs très réalistes normalement. Alors on ne voit ni glorification ni héroïsme dans ce tableau. Et même Vallotton constate la difficulté, voire la quasi-impossibilité de retracer l'horreur dont il a été témoin. Dans un article après-guerre de cette époque, il écrira « Peindre ou dessiner des forces serait bien plus vrai que de reproduire les effets matériels. » Il justifie ainsi son choix de l'abstraction. Et en effet, pour lui, la représentation du traumatisme de la guerre, de ce cataclysme de la guerre 14-18, nécessite un bouleversement radical
radicale des catégories esthétiques. Je rappelle quand même que nous sommes à l'époque du cubisme, du futurisme, qui sont des mouvements d'avant-garde auxquels va participer Vallotton. Alors, deux sensations sont retenues et qu'on voit bien dans le titre, hein. Projection, projection, donc les lignes, et coloré, donc la couleur, noir, bleu, rouge, la dévastation, aussi l'impression de dévastation et de nuée de gaz. Ce tableau est donc éclatant, cinétique, c'est-à-dire le mouvement est très présent, et très géométrique. Et alors la différence avec Herter est notable puisque c'est un petit tableau de taille très honorable, 1,14 m sur 1,46 m. On est bien loin des 12 mètres sur 5 mètres de Herter. On est là dans le cadre d'un tableau plus confidentiel. Sur le tableau de Vallotton, on voit bien un entrecroisement de lignes opposées, courbes ou obliques, de couleurs opposées, chaudes ou froides. Ce tableau est bien donc plus symbolique et plus abstrait que réaliste. Il privilégie les lignes géographiques pour montrer des forces antagonistes et non pas des armes ou des combattants. Ce qu'il nous montre, c'est bien les dégâts des combats. Le terrain est bouleversé, la forêt est mutilée, les tranchées, les éclats d'obus, les pluies battantes. Tout cela nous montre la conjugaison dans ce traumatisme des puissances naturelles, la pluie battante, humaine, les projections d'obus, industrielles, les gaz qui apparaissent sur ce tableau. À la manière des futuristes, Vallotton s'intéresse à la reproduction du mouvement, trajectoire des obus, impact, vitesse, et donc le tableau est tout aussi coloré que bruyant. On voit bien ici apparaître une déshumanisation de la guerre mécanisée et un nouvel art de célébrer les morts, à l'instar des cubistes. Bonne révision à tous. J'ajoute que je n'ai pas parlé du personnage de Charles dans la diapositive concernant les personnages. Je mets le personnage de Charles évidemment à part, mais il correspond exactement aux données dont on a parlé sur le personnage. N'oubliez pas de parler de Charles.